Simonet, un bras excessif ou pas? Écoutez, Gattaz est en train d'encourager la mobilisation, ce faisant, et on voit bien qu'il aggrave l'impasse dans laquelle s'est mise Manuel Valls, parce que à imposer cette loi à coup de 49.3, à essayer d'user de tous les rouages possibles à sa disposition, c'est-à-dire le dénigrement du mouvement social à coup de répression policière. Vous avez vu, il envoie les forces de l'ordre sur les dépôts en grève, comme le faisait Nicolas Sarkozy en 2010. Bon. Et là maintenant, Gattaz utilise les grands mots pour assimiler les syndicalistes à des terroristes. Ce langage est totalement scandaleux, alors que franchement, on peut sans problème assumer de dire que le syndicat MEDEF, le syndicat des voleurs, des 440 voleurs, vu tout ce qu'ils ont pu empocher du CICE sans créer le moindre emploi, la moindre création d'emploi. Voilà, alors ça c'est important. Voilà, Daniel Simonet. Arnaud Folch, sur cette déclaration de Pierre Gattaz. Écoutez, j'entends là en l'occurrence Daniel Simonet qui parle de grands mots, et puis effectivement elle accuse Pierre Gattaz des pires mots. Moi je n'entends pas la CGT et le parti de gauche sur les casseurs, sur une réalité économique qui est absolument terrible. Moi effectivement, vous savez, l'histoire actuelle me fait penser je sais pas si vous avez vu ce film Rocky 2, dans lequel à la fin ils se battent tous les deux, et puis il y en a un qui miraculeusement sort de son chaos et se lève. La vérité, c'est que ce seront deux morts vivants qui sortiront. D'un côté, effectivement, la CGT, dont on a bien vu véritablement qu'elle a agi, mais comme de manière honteuse. Elle a saboté d'une manière honteuse, notamment avec la presse. Enfin, vous qui vous dites soucieuse de la liberté de la presse, vous imaginez qu'on peut interdire à des journaux de sortir parce qu'ils ont refusé de sortir gratuitement. Qui détient la presse ? Mais toujours est-il que les syndicats n'ont pas à agir de cette manière. Et je précise juste que le pouvoir, de toutes les façons, est en miettes dans cette histoire. Donc effectivement, sont deux morts, et le troisième, de manière collatérale, c'est la France et les salariés français. Alors voilà, on va pas parler de Sylvester Stallone ce soir non plus, mais Éric Fotorino, quand finalement Philippe Martinez dit donc qu'il a eu un coup de téléphone de Manuel Valls, ça veut dire que il y aurait une possibilité de dialogue, à votre avis, aujourd'hui? Je pense qu'il y a un jeu de rôle, donc le jeu de rôle, à un moment donné, évidemment, ceux qui sont entre guillemets méchants vont devenir un peu moins méchants, et ceux qui seraient plus gentils deviendront un peu moins gentils. Non, ce que je pense, c'est que la CGT, elle renoue avec ce qu'elle est depuis toujours. C'est-à-dire que là, il faut pas oublier que la CGT est née à la fin du 19e siècle, avec l'idée, au début du 20e, avec l'idée qu'il n'y aurait pas de collaboration de classe, qu'il n'y aurait pas de négociation, que tout se ferait dans la loi, et que toute avancée qui permettrait à des employés, à des salariés, d'avoir plus de pouvoir au détriment du syndicat serait cassée. Il y a eu une éclaircie, on pourrait dire, dans l'époque Thibault, où Thibault, effectivement, il allait négocier des choses. Il n'a pas fini son mandat. Et après, on a eu Le Pen, on a eu Martinez, qui ne sont pas membres du PC, mais qui finalement sont armés pour être dans cette espèce de vieille vulgate qui réapparaît maintenant. Alors, effectivement, parce qu'il a été mal élu à son congrès, il a besoin de se renforcer, mais je pense qu'il y a là, effectivement, une sorte d'archaïsme social, et c'est très dommage. Alors... Si, d'archaïsme, je redis le mot, d'archaïsme social. Daniel Simonet, l'archaïsme social, ce qui est totalement archaïque, c'est vouloir, à travers cette loi travail, remettre en cause un siècle d'acquis du mouvement social, et de vouloir revenir à la situation du 19e siècle où on casse la hiérarchie des normes, on l'inverse en faisant en sorte qu'on puisse, au niveau d'une entreprise, avoir un accord qui soit plus défavorable aux salariés. C'est ce que je dis, c'est que pour vous, la loi est plus importante qu'un accord d'entreprise. Donc là où vivent les gens, c'est moins important que la loi. Excusez-moi, mais ceux qui sont réactionnaires et ceux qui veulent nous imposer une régression sociale sans précédent, c'est ce gouvernement et le MEDEF. Et je voudrais dire, arrêtez cette mise en scène mais si c'est une mise en scène qui personnalise, la grève, elle est organisée par l'ensemble des salariés qui la votent au sein de leur entreprise. Voilà, donc cette personnalisation contre Martinez est totalement inacceptable. Et moi, je dis bravo à la CGT, que ce soit Monsieur Martinez, qui bloque et que ce soit à l'ensemble des salariés qui s'y impliquent. Michel Urvois, et si là, c'est toujours cet fameux article 2 dont tout le monde parle depuis maintenant près de 3 mois, et encore plus intensément depuis 2 semaines. Si le gouvernement retire cet article 2, qu'est-ce qui reste finalement dans cette loi? Ce serait un recul total de son point de vue.
Donc retirer cet article 2, c'est vraiment retirer ce qu'il a de plus, ce qui lui reste de plus symbolique, ce qui reste de plus symbolique à cette loi. Donc je pense qu'il politiquement, encore une fois, de son point de vue, ça me paraît extrêmement difficile à faire. Bon, cela dit, il va falloir sortir de cette situation et sortir maintenant, si possible, en un minimum de jours. Donc on voit bien qu'il y a quelques tentatives qui sont faites. La première, bon, il y a un maintien. Il y a d'une position ferme sur la philosophie de la loi. L'article 2, le gouvernement n'arrête pas de le répéter, on ne le retirera pas. Peut-être qu'il sera adapté, peut-être qu'il y aura un garde-fou supplémentaire dans son application, on verra. Il y a, deuxième chose, essayer de limiter l'impact des grèves. Donc on voit bien sur les carburants, etc., comment ça se passe. Troisième chose, essayer de renouer un minimum de contact. Manuel Valls n'a pas appelé que Philippe Martinez, il a appelé tous les partenaires. C'est bien de le rappeler aussi. Et puis, quatrième levier, c'est d'essayer d'obtenir des accords catégoriels pour essayer de casser le front syndical. C'est-à-dire catégoriel, par exemple, la SNCF, on voit à la SNCF, par exemple, il y a une pression terrible du gouvernement pour faire avancer les choses le plus vite possible pour essayer d'éviter que ça se coalise dans les jours qui viennent. Justement, Arnaud Foll, on en parlait justement de ces syndicats. On voit bien Laurent Berger de la CFDT n'est pas du tout sur la même ligne que la CGT. Est-ce qu'il y a aussi derrière en souterrain une sorte de lutte pour le leadership finalement du syndicalisme en France? On voit que ce sont deux syndicats. Vraiment. Enfin, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me souviens, la CGT était ultra dominante. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus le cas. Encore une fois, il y a un vrai problème de représentativité des syndicats. Comment on peut se permettre, quand on représente 2% des salariés, de bloquer un pays entier? Comment on peut accepter que ces syndicats, qui sont des syndicats de rentiers révolutionnaires, mais révolutionnaires pour eux, moi, je vous dire, effectivement, c'est une chose qui serait absolument anormale pour tout le commun des mortels, que quand on est ultra minoritaire, on puisse mettre en péril le travail d'une grande majorité de personnes. Voilà, effectivement, profondément le problème. Et juste une petite chose. C'est la manière dont les syndicats sont subventionnés, y compris par le travail, les gens l'ignorent, de chacun des salariés en France qui, tous les mois, versent leur aumône aux syndicats qui, par la suite, les empêchent de travailler. Qu'attendez-vous pour proposer que tous les syndicats soient simplement payés et vivent avec l'argent de leurs adhérents? Il n'y en a plus d'adhérents. Justement, Eric Fotorino, c'est vrai qu'on parle beaucoup, bien sûr, des syndicats en ce moment. On s'interroge aussi, finalement, aussi sur ces syndicats, sur le fait qu'en France, on est moins qu'ailleurs, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Oui, on prend souvent l'Allemagne comme exemple. C'est vrai qu'on n'a pas cette tradition de compromis, de co-gestion des affaires, où le monde de l'entreprise et le monde des syndicats est très lié, le monde du patronat est comme en Allemagne. Mais il ne faut pas non plus penser que l'Allemagne est vraiment la panacée. Non, ce que je vois quand même aussi, c'est qu'aujourd'hui, des syndicats comme la CFDT qui apparaissent comme des traîtres à la cause sont ceux qui disent quand même que dans cette loi, il y a des avancées très importantes pour les salariés, les travailleurs, en particulier pour les femmes, je le dis à notre invité, et ça, je pense que quand Laurent Berger dit il y a des droits très importants qui sont là, qui sont l'enjeu de cette loi, je pense qu'on doit l'entendre aussi. Alors justement, on va y revenir dans un instant, Daniel Simonet, mais il est 20h15 sur France Info. Les titres, Emmanuel Langlois. Avec la fronde contre le projet de loi travail qui entre dans son 4e mois, nouvelle grève cette semaine dans l'aérien et dès demain soir à la SNCF, à 12 jours du début de l'Euro 2016 de football. Des terminaux pétroliers sont toujours bloqués, en particulier dans les Bouches-du-Rhône, ainsi que depuis ce matin, l'accès au centre d'incinération de déchets d'Ivry-sur-Seine, près de Paris, c'est le plus important d'Île-de-France. Et puis cette sortie de Pierre Gattaz qui fait du bruit dans les colonnes du Monde, le patron du MEDEF compare les syndicalistes, au premier rang desquels la CGT, à des voyous et à des terroristes pour avoir empêché l'impression de la plupart des quotidiens la semaine dernière. Pas d'accord sur les intermittents, les partenaires sociaux refusent de valider le projet d'accord conclu fin avril sur leur régime spécifique d'assurance chômage. Ils s'en remettent donc ce soir à l'État. La vigilance orange aux pluies, aux inondations de Météo France étendue à 26 départements de la moitié nord, de l'Indre jusqu'au Pas-de-Calais. Une alerte valable jusqu'à demain 16h. Et puis la réclusion criminelle à perpétuité pour Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, est condamné pour crime contre l'humanité après la répression sanglante menée lorsqu'il était à la tête du pays entre 82 et 90. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info avec ce soir Daniel Simonet, conseillère de Paris et coordinatrice du parti de gauche, Eric Fotorino, cofondateur de l'hebdomadaire Le 1, Michel Urvois de Ouest France et
Arnaud Folk de Valeurs Actuelles. On se plaint souvent de la trop grande présence des communicants dans le monde politique. En fait, il en manque. Après Éola Gauche, voici donc Ost à droite. On sent qu'il n'y a pas eu trop de cabinets de conseil derrière ces noms de mouvement. Ost à droite a donc été lancé ce week-end par le maire de Béziers, Robert Ménard. Il réunissait chez lui des personnalités de droite et d'extrême droite aussi pour définir les fondements d'une vraie droite. Alors, chose étonnante, c'est que le Oz de Ost à droite est orthographié comme le magicien d'Oz. Robert Ménard joue donc le rôle de Dorothée, l'héroïne de l'histoire, terrible théorie du genre. Alors, qui va jouer le rôle de Toto le chien? On ne sait pas, peut-être Renaud Camus. En tout cas, Robert Ménard n'a peut-être pas lu l'histoire jusqu'au bout, puisque le magicien d'Oz est un imposteur, donc peser sur le débat politique risque d'être compliqué. Pendant ce temps, les fans d'Emmanuel Macron faisaient du porte-à-porte et le ministre de l'économie s'accrochait à Lunel avec un militant anti-loi travail en t-shirt et n'a pas hésité à lui balancer « Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler ». Encore un buzz avant, comme il l'a promis, de livrer son diagnostic pour la France à la fin de l'été, et ça interroge certains, comme le député Les Républicains, Luc Châtel. J'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, Emmanuel Macron a tendance à ne pas appréhender ce que c'est que le pays réel. Voilà. Monsieur Macron, ce dont il aurait besoin, c'est d'un bon stage d'immersion, d'être élu pendant un mandat. Ça lui ferait du bien. Voilà, Luc Châtel, Les Républicains ce matin sur iTélé. Alors ça peut paraître anecdotique, voilà cet accrochage, Michel Urvois, d'Emmanuel Macron, mais est-ce que finalement c'est dans cette culture de la communication du buzz, comme on dit, qui maîtrise aujourd'hui Emmanuel Macron? Je ne sais pas s'il maîtrise complètement. En tout cas, à chaque sortie publique, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Mais il y a une interrogation sur le sens de ce qu'il a dit. Moi, j'ai visionné l'échange et je pense plutôt... Alors, il y a deux choses l'une. Ou bien il dit à un syndicaliste, si vous alliez au boulot, vous pourriez vous payer un costume. Mais j'ai plutôt pensé qu'il voulait dire que si on réussissait à dynamiser le monde du travail, tout le monde pourrait se payer un costume. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui. Mais alors, après, dans la brutalité de l'échange, c'est difficile de faire une exégèse indiscutable de cette phrase. Ouais. Moi, mais peut-être d'un mot, ce que j'observe, s'il y a un parallèle à faire entre Béziers, le Front National, et puis Macron à Lunel, c'est certainement pas sur le fond, mais il y a peut-être un point commun, c'est qu'on est face à des phénomènes politiques qui savent l'un et l'autre que seuls ils ne peuvent pas gagner. Ouais. Et donc, d'où ces recherches à l'extrême gauche d'élargissement, de partenariat, de je sais pas quoi, Macron qui essaie qui est leader de rien du tout, c'est un peu un chef sans troupe, et à côté, dans l'opinion, on a des gens qui cherchent un chef. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose... Voilà. Qui est en train de voir justement Daniel Simonet, juste sur votre avis, voilà, j'imagine, sur cette phrase d'Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous on est dans la même chose que le lapsus ou pas contrôlé sur les abattoirs GAD, sur les ouvrières de l'abattoir GAD, sur d'autres choses comme ça qu'il a pu faire? Moi je trouve que ça montre vraiment tout le mépris de classe en fait qu'incarne Emmanuel Macron, qui est vraiment cette créature de Hollande qui est jamais sortie d'une petite bulle oligarchique, quoi. Il est passé de la banque Rothschild au ministère sans jamais avoir rencontré la vraie vie, quoi. Donc ils se rendent même pas compte. Vous croyez qu'ils se rendent pas compte? Vous croyez ils ne se rendent pas compte que les gens qui travaillent à plein temps sont pas en capacité de se payer un costard qui coûte plus d'un mois de salaire. Et il est totalement sur une autre planète, ce garçon. Et par contre, vous avez vu quand même comment Cambadélis prend sa défense, hein. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS. Cambadélis prend sa défense en disant, finalement, dans notre parti, il y a la polyphonie. Évidemment, tout est possible à partir du moment où c'est toujours une polyphonie qui est compatible avec le MEDEF. Éric Fotorino, alors justement, aujourd'hui, clash de classe, on peut dire, ou au contraire, sortie totalement maîtrisée pour vous? Non, ni l'un ni l'autre. Moi, j'emploierais pas ces grands mots, hein, de clash, de classe, de parler. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous répondez à la caricature par la caricature. Et ça, moi, je trouve ça terrible. Parce que finalement, de dire, oui, il vient de la banque Rothschild, et puis maintenant il est... Mais c'est pas ça, je pense que Macron, c'est plus subtil que ça. Mais oui, mais de vouloir attacher des étiquettes aux gens, c'est éviter de rentrer dans la complexité des choses. Or, je pense que Macron, c'est ce qu'il y a de plus complexe à comprendre dans la vie politique d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est en train de nous dire, il va peut-être le dire d'ailleurs officiellement bientôt, qu'il veut être président, en tout cas il veut rentrer dans cette course-là, alors que précisément il n'a pas toutes les peaux d'âne, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour pas être conseiller municipal, conseiller régional, député, etc. Il n'a pas fait ça. Et moi je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les professionnels de la profession de la politique, c'est bien
qu'on puisse inventer la politique autrement. Alors je dis pas que c'est Macron qui incarne ça, mais je dis qu'il nous adresse à tous cette question-là. Et de dire encore une fois, oui, mais il vient de chez Rothschild, Pompidou aussi venait de chez Rothschild. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que parce que vous avez été banquier une année dans votre vie, vous avez une infamie? J'ai pas une tendresse particulière pour les banquiers, mais qu'est-ce que c'est que cette caricature permanente? Justement, Arnaud Folk, est-ce qu'Emmanuel Macron, vous-même en tant que personnage, là, ce que vient de décrire Éric Fotorino, est-ce que ça vous intéresse? Vous avez l'impression qu'il fait aujourd'hui bouger les lignes en politique française? Juste sur le parcours, d'abord, juste d'un mot, quand Daniel Simonet dit il a travaillé à la Banque Rothschild, Mélenchon était sénateur à 30 ans, il était ministre du gouvernement Jospin, donc effectivement, ça, on pourrait aussi... Oui, non, mais sénateur à 30 ans, croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup, et quand on est un révolutionnaire, effectivement, ça commence en général un petit peu mieux. Alors, qu'au Sénat. Sur ce qui est de Macron, la réalité oblige à dire, c'est que, en tout cas dans l'esprit des Français, il renouvelle un petit peu la vie politique dans la mesure où précisément il n'a pas été élu apparatchik depuis des années. Bon, mais il a travaillé avec Hollande. Il a un certain nombre de propositions qui correspondent bien plus que vous ne le croyez à ce que pensent aujourd'hui les Français. Quand on interroge les Français, y compris les Français de gauche, on leur demande quelles sont les valeurs à laquelle ils croient. L'entreprise figure tout en haut, bien avant la solidarité, bien avant l'égalitarisme, etc. L'entreprise, c'est un collectif de salariés. L'entreprise, ce n'est pas vous. C'est Uber, c'est pas du tout la même chose. Mais l'entreprise, la notion de l'entreprise, la notion du profit, l'idée que on puisse qu'une entreprise florissante embauche plus aisément, voilà, tout ça c'est quelque chose qui est ancré chez les Français, y compris les Français de gauche, et souvent parmi les plus modestes. Et vous êtes en décalage total avec le peuple, Vous êtes dans les oligarchies syndicales et c'est un peu dommage. Ce qui marche fort en France aussi, c'est l'entreprise politique. On va continuer à en parler. Il est 20h23 sur France Info. Les titres, Emmanuel Langlois. Et la pluie qui joue les prolongations sur l'Hexagone. La vigilance orange aux fortes averses s'est étendue à 26 départements de la moitié nord de la France. Une première depuis 16 ans à Roland-Garros. Tous les matchs ont été annulés aujourd'hui, porte d'Auteuil, à cause de ce mauvais temps. Des inondations meurtrières en Allemagne. 4 personnes ont péri dans le Bade-Württemberg, dans le sud-ouest du pays. Dans l'actualité également, le bras de fer qui continue autour du projet de réforme du Code du travail. Appel à la grève dès demain soir et mercredi à la SNCF. Mouvement reconductible. La CGT a également déposé un préavis pour le week-end prochain dans le secteur aérien. Speedy, racheté par le géant japonais du pneu Bridgestone, l'enseigne de réparation automobile compte plus de 500 points de vente en France. Speedy qui devrait conserver après cette transaction sa marque et ses activités. L'étranger, l'offensive des forces irakiennes à Fallujah qui se poursuit. Les troupes ont pénétré dans les quartiers sud de la ville, bastion du groupe État islamique, à une 50aine de kilomètres de Bagdad seulement. Et puis après 2 semaines de préparation, première sortie de l'équipe de France ce soir à 12 jours de l'Euro 2016. Les Bleus reçoivent le Cameroun en match amical. C'est à Nantes, match à partir de 21h en direct sur France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, on parle donc de ce week-end politique d'un côté donc à Lunel avec Emmanuel Macron et cet accrochage à propos de un peu de Fashion Week et également à Béziers, voilà où s'est créé donc Ose ta droite donc de Robert Ménard. Alors Ose ta droite, alors c'est assez étonnant parce que on ne sait pas si ça a vraiment réussi ou pas. Il y a eu des propositions assez radicales, des accords également avec le Front National. C'est quoi Arnaud Foch, je vais me tourner vers vous, le but aujourd'hui de Robert Ménard? Écoutez, nous, d'abord, Valeurs Actuelles était partenaire des rendez-vous de Béziers. Et Ménard, de son côté, sans qu'on soit obligatoirement d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est un type qui tâche de faire bouger la droite, de faire émerger des idées très loin, effectivement, des histoires politiciennes ou autres. Donc, c'est passionnant, ça nous intéresse. Et je dois dire qu'on pourrait presque faire, vous le faites, un parallèle entre Macron et Ménard, qui, chacun de leur côté, essayent de faire bouger les choses. Un mot sur Ménard. Il a changé de bord, mais il n'a pas changé de méthode. Autrefois, quand il était l'icône de la gauche caviar, de Kouchner, etc., c'était déjà quelqu'un qui faisait des coups, de l'agite-propre. Il fait exactement la même chose. Et il le fait pas mal. Il a réuni près de 2000 personnes. Il y avait 80 journalistes qui étaient là. On a parlé de ses propositions. La preuve... C'est quoi, c'est l'extrême droite caviar maintenant, c'est ça? Écoutez, extrême droite, en tout cas, Ménard réfute ce terme. Il y avait là-bas des gens qui, vous le savez, n'étaient absolument pas d'extrême droite. Il y avait aussi des gens d'extrême droite. Il y avait un tout, un mix à mélanger. C'était un peu foutraque, mais c'était diablement moderne et sympathique. Alors, sympathique. Éric Fotorino, vous-même, est-ce que vous avez compris finalement aujourd'hui ce que vous souhaitez faire Robert Ménard avec ce rassemblement ce week-end à Béziers?
ce que j'ai compris quand même de tout ça, enfin, connaissant un peu Ménard depuis longtemps, c'est que c'est quand même d'abord Ménard qui compte. Après, à ses yeux. Après, c'est quand même pour moi, et ce que je vois de ce qui s'est dit autour de lui ces derniers jours, même on me dit même qu'il a pris quelques distances avec ce qui a pu être dit. Mais quand même, c'est la haine des autres. C'est vraiment un programme de haine. Et donc, pour moi, c'est tout ce que je déteste et tout, je crois, au nom de la liberté de parole, qu'on ne devrait pas laisser dire. C'est-à-dire que quand je reprends Denis Télinac, qui est un écrivain qui était à l'époque qui maraudait du côté de chez Chirac à une époque, qui parle de la mélasse combinard de la classe politique. Bon, des propos comme ça, les propos de Renaud Camus, les propos de Le Gallou sur la remigration. Voilà, c'est ça autour de Robert Ménard. Donc moi, je vois là qu'un discours xénophobe, haineux, étriqué. Et moi, ça me fait mal, parce qu'effectivement, c'est un transfuge d'une gauche. Je sais pas ce que c'était comme gauche, d'ailleurs, Ménard. Ça a toujours été... moi, c'est lui qui compte d'abord, encore une fois. C'est vraiment du tout à l'ego. Mais je suis triste de voir que que ce discours-là, il peut encore, en France, attirer 2000 personnes. Micro-mot. Quand on interroge les Français, quel est le premier mot que vous inspire la vie politique? C'est Le Monde qu'il avait fait, donc vous avez dirigé autrefois. C'est le dégoût. Alors, effectivement, on va interdire à Ménard, on va interdire à d'autres de dire un certain nombre de choses, de pointer un vrai problème, la responsabilité de cette classe politique inefficace pendant des années. Les Français aujourd'hui, c'est vrai, ne croient plus en leur classe politique. Il faut donc réinventer un certain nombre de choses plutôt que de s'offusquer. Vous devriez trouver que c'est très positif. Michel Urvois et après Daniel Simonet. C'est pas en faisant la promotion de la théorie du grand remplacement qu'on va réhabiliter la politique. Je pense que pas une théorie. Le grand remplacement. Enfin, c'était une des conclusions de la dernière table ronde. C'est pas une théorie. Une des préconisations. Mais c'est pas une théorie. Si, c'est une théorie. C'est une théorie. C'est de dire que la population française est en train de changer. C'est un constat. C'est pas une théorie. C'est une théorie complotiste. Vous y adhérez, C'est absolument faux. Donc, promouvoir des choses comme ça, c'est assez effrayant. Et à tel point d'ailleurs que même le Front National s'est senti, enfin Marion Maréchal Le Pen en tout cas, a senti que sa stratégie de dédiabolisation pouvait être affectée par ce genre de choses. Donc quand le Front National commence à quitter une droite plus extrême que lui, on peut quand même se poser des questions. Alors, voilà. Daniel Simonet. Oui, moi ce que je trouve très inquiétant, c'est que ça montre, à travers ce rassemblement de Robert Ménard, toute la porosité que vous avez entre la droite et l'extrême droite. Et finalement, le rôle qu'occupe Robert Ménard, c'est d'organiser la porosité idéologique et du coup la bascule possible. Et là-dessus, le Front National ne prétend pas avoir des désaccords avec ce qui a pu être dit sur le fond. Par contre, ils ont un désaccord stratégique parce que leur stratégie, c'est de jouer un peu le loup blanc, qui se trempe dans la farine et qui veut se faire passer pour une gentille petite chèvre pour mieux dévorer les petits chevreaux. Mais derrière, on voit bien l'organisation de la porosité droite-extrême droite dans leur stratégie de conquête de pouvoir. Allez, les infos de France Info, on revient juste après ça. Vous pensez à votre santé? Harmonie Mutuelle aussi. Quand je me suis retrouvé avec mes 2 commerciaux en arrêt maladie la même semaine, eh bien, croyez-moi, j'ai vite compris à quel point la santé de mon entreprise dépendait de celle de mes salariés. Chez Harmonie Mutuelle, les entreprises adhérentes peuvent bénéficier d'un programme de prévention santé. Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés. France Info. À 20h30 sur France Info, c'est l'heure de retrouver le journal de Frédéric Beniada. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Gattaz règle ses comptes avec les syndicats. Le patron du MEDEF les accuse, la CGT en tête, de pratiquer la terreur et de se comporter comme des terroristes. Un syndicat à la dérive en décalage avec les attentes des salariés. Et il va même jusqu'à parler de dictature stalinienne. Dans ce contexte de tension sociale, nouvelle grève à partir de ce soir à la SNCF. À l'appel de 3 syndicats, seule la CFDT a décidé de ne pas y participer après une réunion de négociation sur la réforme ferroviaire. Raphaël Ebenstein. Il est clair que ça ne vous aura pas échappé que la SNCF a comme actionnaire unique l'État et qu'à un moment donné, lorsque la SNCF ne sait plus faire face et n'assume plus un dialogue social et qu'on est en situation de blocage, il nous semble naturel que la tutelle reprenne la main. Et à travers ça, le secrétaire d'État au transport a repris la main dans cette négociation. Et nous avons pu arriver à un relevé de décision. Ce relevé de décision, ça sera le cahier des charges du futur accord d'entreprise qui nous sera remis le 1er juin. C'est vrai que certains de nos collègues sont sur une confusion des genres.
Il parle de convergence des luttes. Nous, c'est pas notre tasse de thé. Nous sommes sur les intérêts des cheminots de la toute nouvelle branche ferroviaire, et on peut considérer qu'il est inutile de continuer une grève qui n'est plus la nôtre, et c'est plus la grève des cheminots. Oui, le secrétaire général de la CFDT cheminot, Didier Aubert, avec Raphaël Ebenstein. La mobilisation des prix Nobel a été payante une semaine après la tribune dans laquelle il dénonçait un suicide scientifique et industriel. François Hollande renonce aux annulations de crédit de 134 millions d'euros prévues en cette année sur le budget des organismes de recherche. Speedy, racheté par le géant japonais du pneu Bridgestone, l'enseigne de réparation automobile, compte un peu plus de 500 points de vente en France. Speedy devrait conserver sa marque et ses activités. 26 départements du nord de la France en vigilance orange aux fortes pluies. Météo France appelle à la plus grande prudence sur les routes. Sont concernés les régions Île-de-France, Hauts-de-France et les départements des Ardennes, de l'Aube, du Cher, de l'Indre, du Loir-et-Cher, du Loiret, de la Marne, de la Nièvre et de l'Yonne. Un épisode pluvieux qui va se poursuivre au moins jusqu'à mercredi avec un front froid qui s'auto-alimente en permanence. Dans l'Aube, déjà plusieurs villages ont été partiellement inondés. Et une première en 16 ans, aucun match aujourd'hui à Roland-Garros. Toutes les rencontres ont été annulées en raison de la pluie. Les billets seront remboursés par la Fédération française de tennis. Guy Forget, le directeur du tournoi, parle d'un manque à gagner de 2 millions d'euros. Le père des 3 enfants retrouvé sain et sauf hier dans le Rhône après une alerte enlèvement a avoué avoir mortellement frappé son épouse, vraisemblablement avec un morceau de bois retrouvé sur la scène du crime. Cet assureur de 45 ans sera déféré au parquet de Lyon demain. Il s'était présenté de lui-même hier soir à la police. Dernière ligne droite avant l'Euro, les Bleus affrontent le Cameroun ce soir en match amical à Nantes. Une rencontre qui va se disputer à guichet fermé. Les places financières, la Bourse de Paris termine la journée sur une hausse de 0,32% à 4 529 points. Merci Frédéric Beniada, on file la Météo France. France Info Météo avec Gauthier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gauthier.fr. Sébastien Léas. Une vigilance orange est en cours entre le nord et le centre du pays en raison de fortes pluies. Ces fortes pluies arrivent en plus sur des sols détrempés puisqu'il a déjà beaucoup plu depuis le début du mois. Cela génère donc en plus des inondations. Demain matin, ce sont des pluies soutenues qui vous attendent de la Normandie au Poitou jusqu'au Limousin et au nord Auvergne. L'après-midi, la zone de pluie soutenue s'étendra des côtes normandes au bord de la Garonne. La moitié est retrouvera progressivement un temps plus sec, même si quelques averses seront encore possibles, notamment en Île-de-France. La Bretagne, la façade atlantique et les régions méditerranéennes seront à l'écart de ces mauvaises conditions avec de larges éclaircies et les températures restent en dessous des valeurs de saison, comptez 10 à 16 degrés le matin et 14 à 24 degrés demain après-midi. Vous voyez le type qui rigole avec des gens, là, sur l'aire d'autoroute? C'est Vincent. Il est comme ça, Vincent, il aime les gens. Alors quand il a vu que Vinci Autoroute encourageait le covoiturage avec Blablacar, il a pris l'abonnement télépéage, temps libre, covoiturage, Vinci Autoroute. Depuis, il ne voyage plus jamais seul, Vincent. Et non seulement il passe du bon temps sur la route, mais en plus, son abonnement télépéage ne lui coûte rien quand il covoiture avec Blablacar. Il a tout compris, Vincent. Il réduit les frais et il multiplie les amis. Vinci Autoroute, roulons autrement. Offre soumise à condition. Disponible sur vinciautoroute.com. 20h-21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. Avec ce soir Danielle Simonet, conseillère de Paris et coordinatrice du parti de gauche, Éric Fotorino, cofondateur de l'hebdomadaire Le 1, Michel Urvois de Ouest France et Arnaud Folk de Valeurs Actuelles. C'est toujours quand on ne s'y attend pas que les histoires arrivent, un peu comme dans le film Festen, tout commence comme une réunion de famille classique avant que ça dérape gravement. Le centenaire de la bataille de Verdun n'en finit plus de faire parler. Après le concert de Black M, aujourd'hui c'est la mise en scène du spectacle qui est dénoncée, même le message pro-européen lancé par Merkel et Hollande. La polémique Verdun continue. On voit ça à 20h45. Car avant, on part dans le nord de la France. Bernard Cazeneuve et Emmanuel Cos ont signé en début d'après-midi avec le maire de Grand-Sainte une convention qui lui redonne le pouvoir sur le camp de réfugiés construit à la hâte cet hiver. Un camp répondant aux normes du Haut Commissariat aux réfugiés monté par la municipalité et Médecins sans frontières. 380 abris en bois, certains sont aujourd'hui vides. Une solution provisoire pour des réfugiés kurdes qui n'avaient pas reçu l'aval de l'État. Désormais, le gouvernement souhaite appliquer notre politique, mais laquelle? En tout cas, le responsable de la mission migrants pour Médecins sans frontières, Franck Esnay, se réjouit de cette arrivée de l'État à Grande-Sainte.
On a ouvert le camp avec 1600 personnes. Aujourd'hui, il y en a 800. Donc en tout cas, c'est une bonne réponse aux personnes qui revendiquent tout le temps le risque de l'appel d'air dès qu'il y a une initiative intéressante. Donc on peut leur démontrer effectivement que la question de l'appel d'air n'existe pas. Aujourd'hui, 800 personnes sur le site. On espère que ça va continuer à diminuer. Voilà, Franck Esnay, responsable de la mission migrants pour Médecins sans frontières. Éric Fotorino, est-ce que finalement c'est une bonne chose que l'État aujourd'hui, parce qu'il était contre finalement ce camp, la création de ce camp, aujourd'hui finalement reprend cette question à son compte? Tout dépend ce qu'il voudra faire, parce que effectivement, ça a été souligné, c'est incroyable comment ce camp n'a pu ouvrir que par les bonnes volontés des bénévoles, avec Médecins sans frontières, avec le HCR. C'est-à-dire que, vous savez, Grande-Synthe, en termes de quantité, on le voit bien, c'est rien. Ah oui. Et c'est rien, et il a fallu tout ça pour que finalement on arrive à mettre des tentes, à mettre des logements un peu décents. Ça veut dire que la France, dans cette affaire de migrants, s'est volontairement rendue inhospitalière depuis très longtemps. Et vous savez, le maire Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, pendant des mois, il a téléphoné à Valls, à tous les responsables. Il était à Monsieur Cazeneuve. Il n'était pas entendu. Il s'en foutait. C'est qu'à un moment donné, ça a commencé. Il commençait à remuer un petit peu. Donc ils ont fini par l'écouter, dire fais-le. Si tu veux le faire, fais-le. Et maintenant, l'État arrive et puis avec ses gros sabots. Alors peut-être qu'on peut s'en réjouir, comme c'était dit tout à l'heure. Sauf si derrière ils veulent fermer tout ça et puis qu'on n'en parle plus. Simonet. C'est même pire que ça, parce que l'État ne voulait pas que le centre, que le campement ouvre, puisque l'État a menacé de le détruire. La préfecture ne voulait pas donner l'autorisation d'ouverture. Et là, lorsqu'il y a cette convention qui se met en place, on sait qu'il y a aussi un autre discours qui promet la fermeture, qui souhaite démonter chaque petite maison dès que les personnes s'en vont. Alors que non loin de là, vous avez toujours la jungle de Calais où les promesses d'hébergement et de prise en charge des réfugiés ne sont jamais suivies d'effet dans les nombres au nombre satisfaisant. Donc on est toujours dans une démission totale de la République dans son devoir d'accueil, dans son devoir d'asile, sans pour autant que le gouvernement change en quoi que ce soit sa politique pour agir sur les causes de ces exils. Alors justement, Michel Urvois, oui. Il y a quelque chose qui a changé quand même depuis quelques mois, c'est qu'il y a des centres d'accueil et d'orientation qui ont ouvert un peu partout sur le territoire et qui permettent aujourd'hui d'éviter cet appel d'air à Grande-Synthe, d'éviter de faire un second Calais et d'accueillir ces personnes dans des conditions un peu plus acceptables sans créer un problème insurmontable. Parce qu'il faut voir ce que c'est Grande-Synthe. Je ne sais pas si vous avez visité Grande-Synthe le week-end dernier. C'est quand même une ville. On est dans la banlieue dunkerquoise. C'est une zone très très industrialisée avec X sites Céveso. Mais c'est une ville surtout de toutes les crises. Crise sociale, crise de la pauvreté, crise migratoire. C'est une ville où il y a un taux de pauvreté qui était extrêmement élevé. C'est une ville où il y a un taux de chômage extrêmement élevé. Et donc, rajouter un gros problème migratoire là-dessus, je pense que le gouvernement n'en avait pas très envie. Et Damien Carême non plus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il tirait la sonnette depuis si longtemps. Arnaud Folk, sur justement aujourd'hui, sur l'État qui va investir, excusez-moi, je reprends juste mes notes, 4 millions donc dans la gestion de ce camp de Grande-Synthe, mais devrait le fermer progressivement. Est-ce que c'est pas contradictoire? C'est très contradictoire. D'abord, c'est effectivement 4 millions d'euros par an. On dit qu'on va fermer, mais on prévoit déjà 4 millions d'euros par an. Moi, je suis un peu étonné. Je me demande quand même de quoi on parle, parce que on nous dit tout à l'heure, voilà, il y avait 1600 personnes. Maintenant, on se réjouit, il y en a plus que 800. Mais les 800, ils sont passés où? Ils ont été relogés ailleurs en France. C'est la question des migrants qui est posée à travers cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait des migrants? Est-ce qu'on les accueille ou est-ce qu'on ne les accueille pas? Moi, j'ai en face de moi Daniel Simonet. Je suis content parce que j'avais entendu que Mélenchon proposait un référendum, par exemple, sur la loi travail. Pourquoi est-ce qu'on fait pas un référendum en France sur l'accueil des migrants? Pourquoi est-ce que vous dites oui, c'est scandaleux, la France, la République, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne donne pas? La France doit-elle ou non? Vous voulez pas refaire sur la peine de mort non plus? Non mais pourquoi pas? Valeurs actuelles aimerait bien lancer ce grand débat, non? Tout référendum est bon. On ne peut pas choisir systématiquement, simplement en fonction de ce que l'on croit, la décision de faire appel ou non au peuple. La vérité, elle est que les Français ne veulent
plus des migrants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas de quoi se loger, et que ça, vous ne voulez pas l'entendre. L'accueil des migrants, c'est une fabrique à pauvreté mes beaux-parents et à étaient des misère. réfugiés. Oui, non, mais on va attendez, Arnaud Foll, s'il vous plaît, on va juste répondre. Daniel Simonet. Dans toutes nos familles, nous avons un proche qui justement a été issu de ces histoires-là de migration. Donc votre discours qui encourage la mise en opposition et la guerre civile des uns contre les autres, on n'en veut pas. Non, la guerre civile pour l'instant, elle est dans les camps. Elle est dans les camps. On se bat entre Kurdes, Albanais, etc. On ne se bat pas. Non mais c'est pas valeurs actuelles qui est dans les camps. Je suis déjà allé à la jungle de Calais, monsieur. Et j'ai vu dans quelle indemnité la République, n'était pas capable d'assumer son devoir d'accueil. Eh bien, allez un peu de temps en temps dans un certain nombre de banlieues, vous verrez dans quelle indignité vivent un certain nombre de Français qui effectivement ne votent pas pour la gauche. Alors attendez, Daniel Simonet, voilà, il n'y a pas de différence à faire entre les Français. Justement, Éric Fotorino, c'est le premier camp, celui-ci donc répondant aux normes humanitaires. Donc c'est là, en plus, ça avait vraiment marqué à l'époque parce que ça voulait dire qu'en France, donc il y avait un camp humanitaire. La situation des migrants, on le voit, c'est moins sur le devant de l'actualité. Est-ce que finalement, ça veut dire qu'on est aussi dans une impasse aujourd'hui ? C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les migrants, c'est traité très différemment selon les pays de l'Union européenne. Angela Merkel, qui a été tant critiquée, il y a 1 million de migrants qui sont arrivés en Allemagne. Vous vous rendez compte, si 1 million de migrants étaient arrivés en France. Donc on voit bien qu'on traite inégalement les choses inégales, qu'on a des voies de passage. Effectivement, on voit comment maintenant la Hongrie, la Bulgarie, ces pays-là, ces pays de l'Est commencent à évidemment rejeter fortement, mais il n'y a pas de politique européenne fiable. Et quand on regarde ce que fait Frontex, toujours pas, hein, c'est toujours ce que disait Kissinger, l'Europe, quel numéro de téléphone, sur les migrants, on ne sait pas, ça ne répond pas vraiment. Et quand on voit l'agence Frontex, comment elle travaille, c'est très ambigu, parce que à la fois, ils recueillent des gens qui quittent leur pays, mais très souvent, ils les ramènent alors que c'est des gens qui devraient pouvoir partir, parce qu'il faut voir qu'ils ne partent pas parce que ça leur chante d'aller voir ce qui se passe en Europe. Ils partent parce qu'ils risquent de mourir là où ils sont. Et je pense que n'importe qui d'entre nous serait dans une situation où il peut mourir, essaierait de partir et de sauver sa famille. Donc ce qui est incroyable, c'est que depuis la fin des années 90, c'est pas là depuis 2015 ou 2016, on sait que le problème migratoire arrive et on n'a pas été capable de le traiter. Ouais, Michel Orvois, c'est ça aussi. C'est aujourd'hui, finalement, on dit toujours Calais, on met ça au niveau de la Grande-Bretagne parce que la plupart des migrants veulent partir, passer en Grande-Bretagne. C'est qu'on n'a pas justement envisagé, prévu même cette migration. Et bien sûr, on a refusé de le prévoir parce qu'on est terrorisé par la réaction de l'opinion. Et les résultats des élections, d'ailleurs, vont un peu, même beaucoup, dans ce sens-là. On l'a vu en Autriche, d'ailleurs. Et on l'a vu en Autriche, on voit dans un certain nombre de pays de l'Est européen, on le voit en France aussi, et on l'a vu à Verdun ce week-end. Alors justement, on va y revenir dans un instant, Verdun, mais juste avant, Arnaud Foll, qu'est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les politiques en parlent moins, aujourd'hui c'est vrai du problème, et même de cette crise humanitaire des migrants, est-ce que vous pensez que finalement, à un an de l'élection présidentielle, ça va être un des thèmes aujourd'hui? Bien sûr, ce sera un thème. Mais juste un petit mot pour dire que le peuple, il n'a pas forcément tort. Vous dites, ils sont terrorisés par le peuple. Je rappelle aussi, puis là, à l'instant vient d'être dit, ils sont là pour sauver leur famille. 80% des migrants sont des hommes et des hommes jeunes. Si on veut sauver sa famille, on vient avec ses enfants, on vient avec sa femme. Comment vous savez ça, que 80% sont des hommes? Ce sont les chiffres extrêmement officiels, vous pouvez le constater. Parce que moi, alors, avec ces chiffres-là, sur les hommes, les femmes, on ne les connaît pas. Écoutez, si en France, on ne connaît pas les chiffres des migrants, ce serait quand même bien dramatique dans la mesure où on est en train de parler des 1600, des 800, des millions, etc. Donc encore une fois, le peuple n'a pas toujours tort. Il ressent des choses. On doit l'écouter. On ne doit pas le mépriser. On ne doit pas être dogmatique avec lui. Je tiens à vous dire aussi que dans la plupart des temps où les migrants sont accueillis dans des communes, ça se passe très bien. La France aujourd'hui n'est pas à feu et à sang. Non mais encore une fois, c'est vous qui le dites. Toujours est-il que les gens, ils sont hostiles. On peut aussi les écouter, ne pas porter sur eux des espèces de jugements hautains, dogmatiques et démagogiques de gauche. Ils disent effectivement, il y a des gens qui souffrent. Écoutons-les avant peut-être d'écouter ceux qui souffrent. Bon, d'ailleurs. Tout petit peu aussi. Oui, qui souffrent aussi. Effectivement, il y a un monopole de la souffrance. Les titres, Frédéric Beniada. Une semaine sociale à haut risque pour le gouvernement. À 11 jours de l'Euro de foot, une nouvelle grève à partir de demain soir à la SNCF à l'appel de 3 syndicats. Jeudi, c'est la RATP qui se mettra en grève.
Pierre Gattaz balance, le patron du MEDEF accuse les syndicats, le CGT en tête de pratiquer la terreur et de se comporter comme des terroristes. 26 départements du nord de la France en vigilance orange aux fortes pluies. Météo France appelle à la plus grande vigilance sur les routes. Le père des 3 enfants retrouvés sains et saufs hier dans le Rhône après une alerte enlèvement a avoué ce soir avoir mortellement frappé son épouse, vraisemblablement avec un morceau de bois retrouvé sur la scène du crime. France-Cameroun, ce soir un test pour les Bleus à moins de 2 semaines de l'Euro. Les places financières, la Bourse de Paris termine la journée sur une hausse de 0,32% à 4 529 points. France Info Sport. Allez, juste avant de reprendre nos débats, on va partir, on va faire un petit détour au stade de la Beaujoire à Nantes pour rejoindre Sébastien Hazard et Philippe Sanguet. Bonsoir. 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 Alors c'est à Nantes ce soir justement que se joue le match de préparation de l'équipe de France de l'Euro qui commence le 10 juin. Les Bleus affrontent le Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match, Sébastien ? Ah bah une victoire quand même. Alors ça va pas forcément changer la physionomie de l'Euro pour l'équipe de France, mais évidemment qu'il faut une victoire pour les Bleus pour se rassurer. Ce soir, Jean-Mathieu, fier d'être bleu, c'est le slogan ici. Il y a 37 000 personnes qui attendent une victoire des Bleus. Et Philippe Montagnier, nous aussi on attend une victoire de l'équipe de France ce soir. Oui, une victoire et puis quelques réponses. On sait que la défense centrale est remaniée, donc on attend de voir ce que ça va donner, parce que l'échéance approche et puis il y a besoin de peaufiner aussi ce secteur-là. Ah, la défense, en attaque, on sait qu'il y a des absents, notamment Antoine Griezmann. Il sera remplacé par Kingsley Coman. Ça va aller vite devant normalement. On va avoir des jambes, on va avoir de l'appui aussi, de l'impact athlétique avec Giroud. C'est intéressant d'avoir cette animation offensive sans Antoine Griezmann, qui est un joueur très important, mais il faut savoir s'en passer si le jour il n'est pas opérationnel. On verra ce que ça donnera ce soir. Vous entendez le speaker qui est en train de faire monter l'ambiance, qui est assez exceptionnelle. Plus de 104 décibels tout à l'heure sur une des tribunes du stade de la Beaujoire. Le coup d'envoi, c'est d'ici un quart d'heure maintenant. Et évidemment, c'est le premier match des 2 matchs amicaux de cette préparation en vue de l'Euro. Juste une petite chose, Sébastien Hazard, Nantes finalement ne participera pas à l'Euro. 2016 n'accueillera pas. C'est leur Euro tout simplement. Il n'y a pas de match en Bretagne ni à Nantes non plus. Sur l'Ouest, ça sera simplement à Bordeaux. C'est le seul stade qui a été refait pour l'occasion pour l'Euro. Donc c'est un petit peu la fête nantaise ce soir pour l'Euro. Allez, en tout cas, une fête nantaise justement à suivre. France-Cameroun à partir de 21h sur France Info avec vous, Sébastien Hazard et Philippe Montagnier. Et nous, on va partir plutôt vers l'Est de la France, comme une histoire qui n'en finit pas. On pensait que le centenaire de la bataille de Verdun ne serait qu'un événement protocolaire, finalement une belle rencontre franco-allemande. En fait, nous aurons des chicaneries, mais jusqu'à la lie, puisqu'après l'annulation du concert de Black M, c'est après la mise en scène de Volker Schlondorf et ses centaines d'enfants courant sweatshirt coloré au milieu des croix blanches que les hurlements se font entendre, des voix venues du Front National qui évoquent de l'indécence, mais également des républicains comme Éric Ciotti, qui parle de cérémonies clivantes. Certains vont même jusqu'à dénoncer le discours pro-européen du chef de l'État. Que fallait-il donc faire ? On ne sait pas, mais ça ennuie beaucoup le député Rassemblement Bleu Marine, Gilbert Collard. Dénaturer l'hommage en une espèce de zinzin, c'est montrer tout simplement, je n'en dirai pas plus, qu'on a un pouvoir qui a perdu toute mesure avec la réalité de la tragédie de notre histoire. Voilà, donc le député Rassemblement Gilbert Collard, Collard exactement, voilà, Collard, et c'était un peu colère. Justement, Michel Leroy, pour vous, est-ce que finalement, là, on a le centenaire de Verdun qui devait être finalement un événement très simple, presque à organiser, voilà, de nouveau des belles images franco-allemandes, on a l'impression que ça n'arrête pas, voilà, jusqu'à la On ligne. est vraiment très doué pour développer des querelles qui font oublier l'essentiel, parce que ce soit l'épisode Black M ou la mise en scène de Volker Schlondorf, on peut en discuter, c'est pas interdit d'en discuter. Enfin, l'important n'est pas là. L'important, c'est qu'on a essayé de sensibiliser des jeunes à une période noire de notre histoire. On a essayé de trouver des moyens de les intéresser à cette histoire. Et l'autre élément important, c'est de voir ce qui pesait au-dessus des 2 dirigeants européens, Angela Merkel et François Hollande, c'est-à-dire ce qui pesait, c'était une espèce de terreur européenne, une incapacité à... Enfin, ça se sentait, et il y avait des discours
très bien, très beau, mais incantatoire, mais cette incapacité qui mettait en relief l'incapacité à agir. On parlait tout à l'heure des migrations, on pourrait parler des politiques économiques, des politiques fiscales, de toutes les politiques communes. On est terrorisé dès qu'on prononce le mot Europe. C'est ça. Alors justement, juste avant de revenir là-dessus, Eric Fotorino, je sais que le 1 avait consacré un numéro justement à Verdun, voilà, exactement, un hors-série. Pourquoi tant de complexité autour de ce centenaire, et d'un coup c'est arrivé il y a 3 semaines, hein, vraiment un concert, aujourd'hui une mise en scène, voilà, l'impression que tout est prétexte. C'est-à-dire que effectivement, Verdun, c'est à la fois Martin Schulz le disait, il disait Falkenhaym, qui était ce général sur place, était un criminel de guerre. Lui, allemand, dit ça. Des auteurs comme Junger, qui étaient là, ont pris après de la distance sur leur œuvre, Les Orages d'acier, pour dire, finalement, c'est là qu'est née vraiment l'idée européenne de réconciliation. Parce que ce soit du côté allemand que du côté français, il y a eu cette idée de l'absurdité des sangs mélangés, de dire, on ne peut plus faire ça. Et d'ailleurs, c'était les anciens combattants de Verdun qui ont été les plus en flèche pour vouloir s'opposer à la Deuxième Guerre mondiale. Donc tout ça, c'est pour dire que de Verdun, par-delà les tombeaux, est née l'idée d'une coopération européenne. Donc je pense que c'est le lieu où effectivement on peut parler de ça sans être indécent, sans donner le sentiment qu'on est en train de faire, je sais pas comme dit, du zinzin ou du zinzin. Pas du tout. Je pense qu'il y a là une force à Verdun, c'est que précisément les ennemis d'hier se sont réconciliés là. Et d'ailleurs, Mitterrand-Kohl, 84, c'était bien ça. Donc effectivement, c'est plus les mêmes. En effet, on peut regretter, comme disait De Gaulle, le temps de la marine à voile et des machines. Mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, on a ces dirigeants qui sont confrontés à une autre Europe. C'est plus l'Europe des 12, des 15, c'est celle des 28. Et c'est une Europe qui, en effet, est très fragile, qui est victime du succès de l'idée européenne. Donc au-delà de la mémoire française, vraiment, c'est un événement européen pour vous? Ah oui, vraiment, complètement. Totalement européen. Daniel Simonet, vous, aujourd'hui, sur... Le problème, c'est qu'il y a un décalage complet avec la réalité, c'est-à-dire que cette idée européenne au service de la paix, on voit bien qu'aujourd'hui, de par les institutions européennes et les directives libérales européennes qui sont imposées, on a une Europe sans les peuples contre les peuples, qui au contraire fait le lit de la montée du front de l'extrême droite partout en Europe, et que c'est pas du tout l'Europe qui protège. Quand je vois dans le discours de François Hollande qu'il dit la France et l'Allemagne ont des responsabilités particulières, la responsabilité de porter une ambition européenne pour assurer plus de protection et de sécurité à nos peuples. Mais cette Europe-là, avec ses politiques néolibérale, elle fait souffrir les peuples. Alors ça, c'est une phrase prononcée hier, en effet, au discours à Verdun, à côté d'Angela Merkel. On va y revenir dans un instant, Arnaud Foll, mais 20h53 sur France Info. Les titres, Frédéric Begnada. Une semaine sociale agitée pour le gouvernement. Nouvelle grève cette semaine dans l'aérien et dès demain soir à la SNCF, en jour du début de l'Euro 2016. Les terminaux pétroliers toujours bloqués, ainsi que le centre d'incinération de déchets d'Ivry-sur-Seine. Le secteur des transports est donc en ligne de mire avec une nouvelle série de grèves donc contre la loi travail. Il avait enlevé ses 3 enfants ce week-end dans le Rhône. Il a avoué aujourd'hui avoir tué sa femme. 26 départements du nord de la France en vigilance orange aux fortes pluies. Météo France s'appelle à la plus grande prudence sur les routes. La réclusion criminelle à perpétuité pour Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, est condamné pour crime contre l'humanité après la répression menée lorsqu'il était à la tête du pays entre 82 et 90. Les places financières, la Bourse de Paris termine la journée sur une hausse de 0,32% à 4 529 points. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, on parle donc de ce centenaire de Verdun, une nouvelle fois critiqué. Arnaud Foll, qu'est-ce que vous-même, finalement, pour vous, c'est un événement européen, de la mémoire française, cet événement est raté, réussi, voilà, comment vous l'avez jugé, vous, cette commémoration, autour du centenaire de Verdun? Je crois d'abord d'un mot qu'on a évité le pire avec, effectivement, la suppression du concert de Black M. D'un mot, l'émission s'appelle Les Informés. Oui, bien sûr, on en a beaucoup parlé. La chanson de Black M de 2010, et je crois qu'il est grand temps que les PD périssent, coupe-leur le pénis, laisse les morts sur le périphérique. Je suis pas convaincu, effectivement, que la gauche aurait trouvé ça formidable si c'était quelqu'un de droite qui l'avait dit. Pour le reste, moi, ce que je retiens, c'est effectivement, je citerai François Hollande qui dit, qui a peur et qui craint que les forces de la division, de la fermeture et du repli
voilà, ce qu'il a dit hier, ne risque d'emporter l'Europe. Mais moi, je suis désolé, ce sont les Européens qui se sont tirés une balle dans le pied depuis des années et des années. On nous avait promis une Europe croissance, une Europe emploi, une Europe liberté. On nous avait promis, on n'a pas su agir sur la Libye et sur l'Irak, sur les migrants. On s'est trompé sur la Russie. On a cessé encore une fois de mentir aux Français depuis des années, par cécité ou par volonté. Et encore une fois, le peuple se rend compte. C'est pas les gens qui sont contre l'Europe qui vont fermer l'Europe. C'est simplement que les responsables politiques qui ont fait depuis des années, qui nous ont pris pour des billes. Michel Urvois, c'était un épisode donc du couple franco-allemand. Nous sommes dans la dernière année du quinquennat de François Hollande. C'est un couple qui a connu des fortunes diverses quand même avec François Hollande et Angela Merkel. Oui, mais ça a toujours été pendant tous les mandats de part et d'autre du Rhin, ça a toujours été finalement. C'est pas tellement ça, je trouve, que je retiendrai aujourd'hui, mais je voudrais revenir sur le besoin d'une initiative à deux ou à un peu plus forte. Mais cette initiative, elle ne peut pas prendre corps parce qu'on est hanté à très court terme par le Brexit britannique. On est hanté, par ce qui vient de se passer en Autriche et qui peut se passer où l'extrême droite a frôlé la victoire. Et on est absolument incapable, je pense, avant 2017, parce que donc il va y avoir les élections françaises, il y aura des élections en Allemagne. Je ne vois pas ce qu'on peut construire. Enfin, je demande à être démenti. Ce qu'on peut construire avant 2017. Or, moi, ce que j'observe, c'est que le détricotage va très très vite et que le tricotage attend toujours. Justement, Daniel Simonet, on l'a vu, c'est vrai que depuis 2 ans et demi maintenant, l'Europe, on a l'impression, ne fabrique que des crises. Voilà, on le sait, pour gérer aujourd'hui une crise humanitaire, il y a eu la Grèce avant, il y a eu l'euro. Mais la Grèce, ça continue d'ailleurs. Voilà, alors dans tous les sens, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce qui était étonnant avec le discours de François Hollande et d'Angela Merkel, c'est, je pense, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un discours pro-européen en France. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui de l'avoir, un discours pro-européen? Le problème, c'est que c'est quoi cette idée d'Europe aujourd'hui? François Hollande, dans son discours pro-européen, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il raconte que finalement, il n'a pas renégocié le traité qui avait été co-signé par Nicolas Sarkozy, alors qu'il l'avait promis, qu'il est toujours le petit caniche derrière Madame Merkel, qui elle impose une politique en fonction des intérêts de la classe dominante allemande qui a besoin des retraites par capitalisation. Et donc, il suit et il accepte totalement une politique. Et d'ailleurs, vous savez, la loi travail dont on parlait au début de l'émission, c'est une exigence de l'Union européenne qui est exigée par Bruxelles en échange d'un assouplissement de la règle d'or. On a besoin au contraire d'une France insoumise. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dira. Est-ce que ça pourrait être une Europe insoumise ou pas? Non, mais parce que pour une vous, France insoumise, c'est-à-dire c'est marrant que vous parlez pas de l'Europe. Alors, une France insoumise, ça veut dire quoi? Ça veut dire une France qui décide de ne plus se soumettre aux directives libérales européennes et qui crée le rapport de force et qui dit non, nous on ne veut pas de cette banque centrale européenne indépendante. On ne veut pas se soumettre à toutes ces politiques d'austérité. C'est ce que dira Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il fera son discours à Stalingrad ce dimanche, tout à fait à partir de 14h. Et ce sera le défilé de la France insoumise. Ça ne s'invente pas. En tout cas, allez, les informés de France Info. Ça doit se terminer ce soir. Un petit coup d'œil à nos partenaires. Alors justement, Éric Fotorino, le 1 cette semaine. La France qui craque avec Laurent Berger, avec Marcel Gauchet, Michel Rocard, Michel Onfray. Donc essayer de comprendre cette France qui justement se flagelle beaucoup. Et en plus toujours donc le hors-série sur Verdun. Sur Verdun, absolument, avec notamment Antoine Pro et Gerd Grumech qui sont 2 historiens majeurs sur cette bataille. En tout cas, un hors-série passionnant. Michel Urvois, la une de Ouest France demain. Alors 2 entretiens en parallèle de Philippe Martinez et de Laurent Berger donc sur la crise sociale. Donc le fait qu'ils soient face à face, c'est intéressant. Et j'en profite pour dire que toute la semaine on publie une série de pages sur la politique autrement, et notamment la politique par le local. Et Arnaud Folk, vous, sur Valeurs Actuelles, j'imagine que ça doit changer un petit peu, rapidement, s'il vous plaît. Non, mais très rapidement. Ce sera effectivement sur les saboteurs de la France, c'est-à-dire à la fois Martinez et Hollande, avec une grande interview de Nicolas Sarkozy. Ah bah voilà, en plus. Allez, merci beaucoup en tout cas à Daniel Simonet, vous achèterez Valeurs Actuelles sûrement. Et, non, je crois pas.